Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. J'ai eu le plaisir de recevoir Yann Giano, président de La Forêt Immobilier, en ce début d'année très fourni en informations et annonces pour le secteur immobilier. Vous l'aurez compris, nous parlerons ici évidemment du marché immobilier, mais aussi du DPE, de l'accès au crédit et de bien d'autres points encore que je vous laisserai découvrir. Yann Giano, bonjour. Bonjour. Je me suis amusée à regarder votre profil LinkedIn et à y lire vos posts. Alors, depuis le 1er janvier, vous avez publié sur les 4 sujets suivants: le marché immobilier et le bilan de l'année 2023, la vie de votre réseau avec une très belle photo d'équipe dans le sud-ouest, la cérémonie de remise des diplômes passeport entrepreneur La Forêt France et puis une publication sur la franchise en tant que boussole en période de tempête. Est-ce que ces publications disent complètement l'état d'esprit et les préoccupations principales du président de La Forêt Immobilier en ce début d'année ? Oui, alors j'allais dire, c'est Oui. certainement le hasard, mais finalement pas. Parler du marché immobilier, c'est notre quotidien, donner de la lisibilité à nos clients, à nos franchisés, à leurs équipes, à toutes celles, tous ceux qui s'occupent, Oui. et qui se préoccupent de l'immobilier, former avec Oui. la remise des diplômes du passeport entrepreneur avec Audencia. La formation, c'est au centre de nos préoccupations. Encore plus spécifiquement sur ces périodes chahutées 2023-2024. La présence sur le réseau, c'est un peu mon dada, en tout cas ma particularité. J'aime être sur le terrain auprès des franchisés, auprès des équipes, avoir leur feedback, leur retour d'expérience, et puis parler finalement des bienfaits de la franchise, en tout cas des atouts de la franchise pour un entrepreneur. Également, c'est notre modèle puisqu'on fait 2 métiers. On est franchiseur et puis professionnel de l'immobilier. Donc oui, le hasard résume bien mes préoccupations et les préoccupations de la forêt. Encore que, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est un hasard quand le président d'un grand réseau publie sur les réseaux ? Ces postes, en tout cas, pensé, sont le fruit du hasard. Il n'y a pas une ligne éditoriale ni une stratégie. C'est relativement spontané, mais en effet, c'est des envies de prendre la parole sur des sujets qui me tiennent à cœur. Et qui semblent structurants, puisque, comme on l'a dit, le marché immobilier, la vie du réseau, la franchise et la formation. Au fond, un bel ensemble. Absolument. Alors, depuis le 1er janvier également, les polémiques dans l'immobilier n'ont pas manqué, à commencer par l'absence de nomination d'un ministre du Logement de plein exercice, ou encore le discours de politique générale de Gabriel Attal. Beaucoup ont réagi, parfois violemment, encore une fois sur les réseaux. À ma connaissance, vous n'avez pas, et en tout cas sur LinkedIn, posté de commentaires. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas persuadé que ça apporte beaucoup d'eau au moulin. Vous l'avez cité, en tout cas indiqué. Le ministre du Logement, lorsqu'il y en a un depuis quelques années, c'est un ministre délégué qui ne pèse pas dans les arbitrages budgétaires, ne pèse pas dans les projets de loi, alors que le logement est pourtant le premier poste de dépense des Français. Donc je pense que ça n'apporte pas grand-chose. Je préfère, comme beaucoup d'autres, faire un travail de fond, pousser nos idées, répéter nos idées sur les besoins essentiels du logement aujourd'hui, qui pour moi sont au nombre de 2, essentiellement, permettre à chaque Français d'accéder au logement, que ce soit par la voie du parc locatif social, qui n'est pas mon cœur d'expertise, que ce soit par la voie du parc locatif privé. Là, en revanche, je peux en parler. Et puis, l'accès à la propriété pour les primo-accédants. Donc ça, c'est la première priorité sur laquelle je préfère communiquer régulièrement, ardemment, et faire mon travail de président de réseau. Et puis, la deuxième priorité, c'est assurer la transition énergétique, la rénovation énergétique, la lutte contre les dérèglements climatiques. Et là, il y a beaucoup à dire, beaucoup à faire, soit sur le calendrier, soit sur les moyens qui sont affectés par le gouvernement. Et puis, à vrai dire, je n'attends pas grand-chose d'un ministre délégué au logement qui va succéder à un autre. On ne sait pas pour combien de temps et avec quelle feuille de route. Et si vous me permettez la question, est-ce que, de façon générale, selon vous, il revient au président d'un réseau national de commenter ce type d'informations, au fond ? Ça peut être le cas. On peut attendre d'une tête de réseau qu'il ait une sensibilité, un avis ou une sensibilité. Ensuite, il manifeste
sa manière de faire avancer les choses de façon différente. Pour certains, ça peut être une réaction immédiate, une réaction parfois épidermique, ce qui m'arrive aussi, et je vous rassure. Pas depuis le 1er janvier, en tout cas. Pas depuis le 1er janvier, ça fait partie des résolutions que j'ai tenues sur le mois de janvier. On verra pour la suite de l'année. Bon, le logement, c'est une question sensible en ce moment en France. Le réseau Laforêt a publié l'étude Les Français et l'immobilier, réalisée par Laforêt en partenariat avec Opinionway, pour analyser le rapport des Français au projet immobilier. Et cette étude, au fond, elle est plutôt positive. Est-ce qu'elle est, selon vous, de bon augure sur la bonne tenue et la reprise du marché immobilier en 2024 ? Alors, je ne sais pas si elle est de bon augure, on en parlera peut-être après. En tout cas, il y a quelques indicateurs qui montrent un rebond sur le début de l'année. En tout cas, ce que ce baromètre qu'on fait chaque année démontre, c'est que les Français ont toujours l'immobilier au ventre, l'immobilier au cœur de leur projet, et à juste titre. Et envie d'avoir un projet aussi. Exactement, et de le mener à bien. Parce que l'immobilier, ce n'est pas uniquement acheter un logement et des mètres carrés. L'immobilier, c'est un projet de vie, c'est un toit au-dessus de sa famille, c'est une adresse pour scolariser ses enfants, c'est une adresse pour l'emploi, c'est un patrimoine, c'est une perspective de retraite également. Donc ça reste fondamental, je dirais, malgré contre vents et marées. Les Français restent attachés à ce projet immobilier et continuent d'être extrêmement moteurs sur ce sujet. Et c'est ce qu'on remarque d'ailleurs sur le premier mois de l'année 2024, puisqu'on sent ce rebond. 11% d'acquéreurs en plus ont poussé les portes de nos agences sur ce premier mois de l'année par rapport au mois de janvier 2023. Donc cette appétence est là. Et en revanche, c'est peut-être de bon augure. En tout cas, on voit quelques nuages qui pourraient se dissiper. Les Français qui sont confrontés à un déficit d'offres très important, au fond. Et donc, ça influe quand même sur leur possibilité de mener à bien un projet, malgré tout. Oui, ça me fait plaisir que vous mettiez le doigt sur ce sujet, parce que on n'en parle pas beaucoup. On parle mécaniquement de prix qui vont baisser et qui vont fluidifier le marché comme par magie. Je n'aurais jamais posé la question d'ailleurs. Sauf que la réalité, en effet, c'est qu'on est sur un marché de pénurie d'offres. La faute à une construction, une promotion immobilière qui sous-construit depuis des années. On ne va pas parler de l'année 2023 qui a été dramatique sur ce point de vue-là. Et puis d'une société qui évolue, la démographie qui pousse, la décohabitation également qui s'organise. Donc un besoin toujours croissant en immobilier. Ce qui fait que justement l'arbitrage sur les prix tant attendus par magie, on a vu l'année dernière beaucoup d'experts ou d'économistes annoncer moins 20, moins 25% sur les prix de l'immobilier. Évidemment, ça n'est pas arrivé. Évidemment, ça n'arrivera pas parce que le rapport entre l'offre et la demande reste toujours globalement extrêmement déséquilibré. Au fond, on peut être expert et manquer de logique. Oui, enfin, il faut surtout... l'expertise, elle est pour nous, surtout sur le terrain. C'est le dernier mètre, comme on l'appelle. Donc, on sait de quoi on parle et on voit les projets immobiliers et les contraintes des Français au quotidien. On a parlé du déficit d'offres, mais il y a aussi eu l'accès au crédit qui a été très empêché en 2023. Courant février de cette année, un dispositif de revue des dossiers de crédit immobilier qui ont été refusés en 2023 sera mis en place. En revanche, les règles de réexamen seront assez strictes. Que pensez-vous ou quel est votre avis pratique sur ce dispositif à venir ? C'est de la com, c'est de la communication, un pansement sur une jambe de bois. Là, il faudrait revoir les critères d'accès au financement, les critères d'octroi, les critères HCSF par exemple, avec les durées d'endettement, pourquoi pas pour les primo-accédants, avec le calcul également du reste à vivre pour les investisseurs, avec un certain nombre de subtilités sur lesquelles on pourrait revenir, comme le calcul différentiel pour les investisseurs également. Là où on devrait travailler en ce sens, en fait, finalement, on voit que ce sont des mesures de communication de deuxième chance. Donc moi, je préférais que les Français aient plutôt une vraie première chance face à leurs banquiers, plutôt qu'ils passent par un jury de rattrapage, entre guillemets. Tiens, vous parlez d'investisseurs, ce n'était pas une question qui était prévue, mais que pensez-vous de ce statut du bailleur privé qu'on réclame à corps et à cri ? Il est essentiel, il est déterminant. Alors, on sort
d'un ministre qui avait une vision de relancer l'investissement locatif avec les investisseurs institutionnels, les fameux zinzins, qui, rappelons-le, ont quitté quand même l'investissement résidentiel parce que pas suffisamment rentable. Donc ça semblait être la solution magique, ce qui n'est pas ma conviction. Le parc locatif privé aujourd'hui loge près d'un Français sur 4. C'est important de le rappeler. Ce sont très majoritairement des investisseurs privés particuliers. Et ce fameux statut du bailleur privé, il faut en faire la pédagogie, il faut certainement l'expliquer. C'est simplement un statut qui va graver dans le marbre la fiscalité d'un investisseur qui ne va pas attendre ou transpirer à grosses gouttes à chaque projet de loi de finances pour savoir à quelle sauce il va être mangé. Et l'immobilier, c'est du temps long. Les investisseurs, il faut également reconnaître qu'ils prennent un risque, qu'ils s'endettent, qu'ils mettent des fonds dans un logement pour permettre aux Français d'accéder et de se loger. Donc de les rassurer, c'est essentiel et c'est déterminant. Et on voit aujourd'hui que le parc locatif est dans un système de tension accrue, extrême, et qu'on a besoin de dire aux investisseurs particuliers qu'on les aime, qu'ils jouent un rôle crucial dans notre société et qu'on va leur donner plus de lisibilité. Accorder au fond à ces investisseurs un sentiment de sécurité juridique aussi. Oui, sécurité juridique, sécurité fiscale, un sentiment global de confiance, reconnaître aussi le rôle qu'ils jouent dans notre société. Alors, on va peut-être aussi parler de sécurité juridique sur le sujet suivant. Courant février, on devrait voir la méthode de calcul modifiée du DPE, notamment pour les petites surfaces. À ceci près qu'on lit aussi depuis ce matin dans la presse que peut-être que cette méthode de calcul qui sera revue ne serait pas effective tout de suite. C'est encore à voir. Que penser de ce DPE aux méthodes de calcul évolutives et que certains n'hésitent désormais plus à fustiger car il serait à la source d'une insécurité juridique très préjudiciable pour les Français? Alors derrière l'insécurité juridique, je ne vais pas prêcher pour ma paroisse, mais je vais revenir à ce que j'évoquais à l'instant, c'est-à-dire les deux priorités pour moi, loger les Français et participer à la lutte contre le dérèglement climatique. Et en ce sens, pour moi, c'est une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise décision. On se rend compte que finalement, le calendrier, on ne va pas pouvoir le tenir. Tiens, comme c'est bizarre, ça fait des années que les professionnels, justement, crient et alarment sur ce sujet. Ce calendrier n'est pas tenable. Donc là, on va commencer à arranger, à bidouiller un peu pour garder une position, garder une posture qui consiste à dire on continue à y aller très fort contre les passoires énergétiques. On ne fait juste que quelques petits aménagements. Et je pense que ce n'est pas la bonne manière de regarder le sujet. La rénovation énergétique, aujourd'hui, les problématiques sont multiples. La problématique essentielle reste le reste à charge extrêmement important pour les propriétaires de logements. On leur demande à eux de payer finalement cette transition. Une filière de rénovation énergétique largement sous-dimensionnée, moins de 60 000 entreprises RGE, il en faudrait 240 000 de l'aveu même de Bruno Le Maire, une inflation sur les produits, sur les matières premières, des complexités en copropriété également. Donc le sujet, c'est soit à mon sens en tout cas, serait soit de revoir ce calendrier, mais de manière sérieuse avec les acteurs de terrain et avec toutes les filières et de s'y tenir fermement, soit de revoir le financement et de réduire significativement le reste à charge pour les propriétaires. Mais cet aménagement, à mon sens, justement, lui, ne va pas dans le bon sens. Et puis ces interdictions de louer qui avancent à grands pas et que finalement tout le monde décrit, mais personne ne fait quoi que ce soit au fond. Hein. Non, tout le monde décrit, y compris des locataires. Moi, je reçois des courriers au siège à mon attention de locataires qui me disent faites quelque chose, parlez à nos dirigeants politiques pour leur dire que moi j'ai un logement qui sera interdit à la location. Je sais que j'aurai du mal à trouver dans les mêmes conditions un logement. Et puis je m'entretenais il n'y a pas très longtemps avec un homme politique français dont on parle beaucoup en ce moment depuis le début de la semaine, qui disait entre ne pas avoir de logement et être dans un logement énergétiquement mal classé, la question, on y trouve rapidement la réponse.
Vous avez annoncé chez Laforêt lancer l'estimation verte, donc on continue dans le sujet. Durant 2 mois, les propriétaires vont pouvoir se rendre dans les agences du réseau, bénéficier d'une estimation offerte de leur logement. Cette estimation, elle prendra en compte la performance énergétique de biens, et cela avant l'établissement du DPE. Alors c'est peut-être une question naïve de ma part, mais est-ce que toute bonne évaluation d'un bien ne doit pas comporter un regard attentif désormais à la performance énergétique du bien ? Si, bien sûr que si. Alors, Oui. il n'y a pas de mauvaise question. Oui. Si, bien sûr que si, mais nous, on a mesuré que dans 84% des cas, lorsqu'on venait chez des Français pour évaluer leur logement, ils ne disposaient pas du diagnostic de performance énergétique qui a un coût et ne voulaient pas le financer en amont. Pourtant, l'étiquette énergétique est cruciale dans le prix de mise en commercialisation d'un bien, dans la durée de commercialisation d'un bien. On sait qu'un logement mal classé va se vendre plus lentement. Dans la négociation finale entre le prix affiché et le prix acté, on sait qu'il y a également une négociation supplémentaire. Et donc, on s'est interrogé sur la manière d'adresser ce sujet au moment de l'estimation de manière professionnelle et impartiale. Donc, on a travaillé avec une jeune entreprise qui a créé une application qui permet en quelques questions d'avoir une pré-estimation de l'étiquette énergétique de manière assez professionnelle et assez bluffante, et justement de pouvoir tout de suite mettre le sujet sur la table avec les propriétaires en disant c'est pas moi qui le dis, agent immobilier, je ne cherche pas à dégrader votre logement ni son prix de vente, mais simplement poser le sujet de l'étiquette énergétique et de l'impact que ça aura sur le logement. Donc je pense que là, en l'occurrence, c'est une bonne manière d'attaquer et d'aborder ce sujet de l'étiquette et des travaux éventuels derrière de rénovation énergétique. Et la campagne est déjà lancée. Est-ce que vous avez déjà des retours du terrain ? Oui, on a des retours de terrain. Alors, les premiers retours ont été tous dans le même sens. C'est super. On attendait en effet un outil. Alors, il y en a quelques-uns déjà qui existent. Il y a des outils à disposition en ligne sur lesquels on peut travailler, avec lesquels on peut travailler. Mais beaucoup nous disaient on attendait quelque chose de professionnel pour pouvoir justement parler de ce sujet de l'étiquette énergétique du logement avec les propriétaires. Après, comme tout nouvel outil, le changement, il faut le gérer. Donc, ça a donné lieu chez nous à des campagnes de formation assez denses. Certains sont très à l'aise avec l'outil, d'autres sont un peu moins à l'aise. Mais en tout cas, ça fait son chemin. Et puis, surtout, ça aide à faire grandir nos collaboratrices et nos collaborateurs. C'est une facette de plus officiellement qu'ils ont dans leur périmètre de négociateurs ou de négociatrices immobiliers. Un petit peu de pathologie du bâtiment, du juridique évidemment, du financement, on en a beaucoup parlé, et puis une approche un peu plus professionnelle et plus poussée de l'étiquette énergétique. Une approche qui inscrit finalement le discours officiel de la rénovation énergétique dans les faits, au fond, dans la vie quotidienne de l'agent immobilier. Oui, puisqu'on a tendance à l'oublier, mais finalement, les professionnels de l'immobilier sont le bras armé du gouvernement dans ces différents projets, que ce soit pour mettre en place l'encadrement des loyers, la loi Allure, la loi Elan, la rénovation énergétique. Nous sommes les acteurs sur le terrain, là encore, les acteurs du dernier mètre, qui mettons en œuvre toutes ces politiques de logement. Et je crois qu'on fait beaucoup d'efforts depuis de nombreuses années pour aller en ce sens. Merci Yann Giano d'avoir bien voulu répondre à mes questions. Merci à vous.